plus en plus de demandes, que ce soit de la part d'entreprises ou d'États. Premier point. Ensuite, on a commencé à déployer des cabines dans des entreprises minières, à nouveau au Gabon. Alors là, c'est le hasard complet. Donc, c'est quasiment pour nous un retour aux sources où on a équipé Eramet, notamment. Puis, ça a commencé à intéresser l'État en disant, bon, écoutez, si les entreprises privées peuvent faire accéder leurs salariés et leurs familles à ce type de solution, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en place aussi pour certaines zones périphériques? Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler et nous sommes en pourparlers avec d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui. Euh, voilà. Nous avons mis en place en Afrique avec des laboratoires, des systèmes, on parlait du paludisme, pardon, pour s'il y a un doute sur un paludisme, attention, toutes les fièvres en Afrique, et c'est en fait, ça dépend vraiment des pays. Hein. L'Afrique, c'est pas quelque chose de complètement homogène. Hein. Il y a vraiment des spécificités en fonction des territoires. On se rend compte que toutes les fièvres ne viennent pas du palu, mais en effet, le palu dans certaines zones représente énormément de consultations. Et donc là où ça peut être le cas, notamment ce qu'on fait dans les zones où nous sommes implantés, c'est de pouvoir faire bénéficier les patients de frottis gouttes épaisses extrêmement rapides avec des laboratoires dédiés. Donc, et là, on mène plusieurs projets, mais je dois vous avouer que c'est pas évident de certifier la technologie, puisque la cabine, comme vous l'avez vu, c'est un dispositif médical. On ne met dedans que des capteurs qui sont certifiés, c'est-à-dire dont on garantit la mesure à 100%. On a par exemple des glucomètres, on a des capteurs sanguins pour le cholestérol, etc. Et là, on cherche le moyen de mettre tout ce qui est frottis goutte épaisse, voilà, directement à disposition dans la cabine. Après, il y a des questions aussi de sécurité par rapport au sang qui doivent être prises en compte et qui sont prises en compte. Maintenant, le paludisme, c'est pas la seule pathologie. Et on le voit bien aujourd'hui. Et donc, il faut savoir distinguer les différentes fièvres. Et on a mis en place aussi des tests PCR. Ou PCR, tu veux dire PCR? Oui, en fait, ce sont des tests d'inflammation, médicaux, dont certains qui permettent d'orienter plutôt vers une pathologie virale ou bactérienne. D'accord. Il y a des pays qui sont qualifiés de pays stade 1, c'est-à-dire où les gens ont de plus en plus de pathologies infectieuses, mais la plupart des pays sont maintenant en stade 2, c'est-à-dire que les gens vont plutôt souffrir de pathologies chroniques, type diabète, type cholestérol, type hypertension artérielle. Et aujourd'hui, c'est le gros des consultations qui sont en train d'être remontées. La cabine n'est pas uniquement utilisée par les médecins. Elle va être aussi utilisée, elle est utilisée aujourd'hui par des infirmiers et par ce que l'on peut aussi appeler des assistants de soins, qui sont ni infirmiers, ni médecins, mais qui déjà ont des notions sur est-ce qu'une hypertension est trop haute, est-ce qu'il y a un problème pour le diabète, et donc qu'on va pouvoir former. Vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est que les gens ne sont plus laissés seuls face à eux-mêmes. Ils ont une réponse et après, on intègre cette solution toujours dans l'écosystème du pays, dans l'écosystème local. C'est fondamental, on ne pose jamais une cabine seule, on construit des projets de santé pour rendre accessible à des personnes qui sont dans des... On forme les gens localement. La sécurité, elles sont jamais laissées à l'air libre. Elles sont toujours dans des lieux facilement identifiables. Ça peut être des mairies, ça peut être un hôpital, l'hôpital, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais bon, ça aide les soignants. On fait gagner du temps aux soignants. Donc, dans des mairies, c'est dans des entreprises. Ça peut être dans des dits centres de santé, mais dans lesquels il n'y avait plus de médecins. Parce qu'il n'y a rien de pire que des dispensaires qui sont construits. On a dépensé de l'argent pour construire le bâtiment, mais on a oublié le service qui est la médecine, quoi, qui est derrière. Moi, vous savez que quand vous équipez de ce type de dispositif, eh bien, vous avez le service médical qui est derrière. Alors là, ça dépend vraiment des... les enfants, oui, peuvent entrer dans la cabine, mais il y a une question aussi médico-légale extrêmement forte. En France, on ne les prend pas, enfin les médecins, il y a des protocoles très stricts, c'est à partir de 14 ans. Au Canada, la réglementation est un petit peu différente, mais on a quand même monté l'âge. Au Canada, on pouvait prendre des patients, des enfants à partir de 3 ans. Nous, ça ne nous paraissait pas sérieux. Notre directeur médical, nos directeurs médicaux qui est pédiatre, a estimé que l'âge minimal, c'était à partir du moment où l'enfant peut clairement exprimer une douleur.
Et donc, on a décidé que ce serait à partir de 8 ans. Alors ça, c'est une excellente question. Alors il faut voir qu'aujourd'hui, comment se passe le système? Aujourd'hui, il n'y a pas de recueil d'informations avant la consultation. Le patient prend rendez-vous. Il se rend dans la cabine qui est nettoyée après chaque passage, on y reviendra, et le médecin donc se trouve en face de son patient, un peu comme quand il le reçoit dans son cabinet de médecine générale. Sur l'écran du médecin, eh bien, il y a toute une interface sécurisée avec ouverture du dossier personnel du patient. Si c'est la première fois qu'il vient, eh bien, le médecin va lui poser exactement les mêmes questions que ce qu'il pose habituellement. Quels sont vos antécédents personnels? Quels sont les antécédents familiaux? Est-ce que vous souffrez d'hypertension, de diabète? Est-ce que vous prenez un traitement aujourd'hui? Vous faites des allergies, etc. Donc, ça se passe exactement de la même manière. Les données donc sont entrées par le médecin. C'est la seule manière vraiment d'être sûr que les données soient fiables de l'interrogatoire. Et ensuite, le médecin va commencer sa consultation médicale à distance. Les paramètres qui sont pris, si le médecin doit prendre la température, par exemple, le patient se sent fébrile, son taux d'oxygénation du sang, etc., bien tous ces paramètres vont être intégrés, stockés dans des banques de données sécurisées. C'est vraiment important. Et à ce moment-là, s'il y a une deuxième consultation pour le même patient, eh bien, le médecin bénéficiera des antécédents qui ont été pris et des données qui ont été prises précédemment. Ensuite, le patient lui va pouvoir retrouver ses données sur une application. S'il possède un ordinateur ou un smartphone, il va pouvoir échanger avec un autre médecin s'il le souhaite et il aura ses données. D'accord. Évidemment, la médecine et la santé, de manière plus générale, sont vraiment spécifiques à chaque pays. En France et dans tous les pays, on respecte strictement la loi, mais nous, en plus, on a mis en place une charte éthique qui fait que lorsque le médecin voit un patient qui n'est pas son patient, systématiquement, il y a un compte-rendu qui est adressé au médecin traitant par le patient lui-même, parce qu'il faut aussi que le patient le souhaite. Il faut savoir que les données médicales, on dit, elles ne sont opposables qu'au patient lui-même. Donc, on est propriétaire de ses propres données médicales. Mais donc, le dossier médical peut être partagé si le patient le souhaite. Les données sont stockées de manière sécurisée. Et donc, il y a toujours un continuum dans la prise en charge. En France, c'est très strict, dans les autres pays aussi. Mais je vous donne l'exemple de la France. On fait la même chose en Italie ou au Portugal. Pareil d'ailleurs au Gabon. À chaque fin de consultation médicale, il y a un rapport qui est transmis directement dans la cabine pour le patient et pour que ce soit donné au médecin traitant. Moi, d'abord, essentiellement de la volonté de rendre service à des populations qui en ont besoin. Si on parle du secteur privé, c'est juste la volonté d'une entreprise de rendre un service à ses salariés, puisque la télémédecine est autorisée de partout. Si maintenant, et je sais que c'est votre ADN, on va plus parler de secteur public, bien il faut, à mon avis, pour que ça puisse se déployer, intégrer le remboursement des actes dans la loi, quoi, dans le remboursement classique. Et là, on voit bien que ça peut être un essor important. Un minimum d'infrastructures, ça me paraît aussi important. Même si nous, on sait reconstituer quasiment de novo un écosystème sur place, on voit bien que ça aide, notamment des liaisons Internet, etc. Mais tout ça va être aidé par les financements massifs qu'il y a en ce moment. J'ai vu des financements de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé. Je sais même que l'AFD prend part à beaucoup de choses en ce moment. Mais avant tout, une volonté soit du décideur privé, quand c'est pour sa propre société. Mais là, vous m'avez parlé d'État. Il faut quand même une volonté politique de faire accéder des personnes qui en ont besoin à de la santé. Et pour moi, la télémédecine, ça peut être le même gap qu'il y a eu avec le téléphone portable, où d'un seul coup, des populations qui devaient faire parfois 2 jours de voiture ou de bus pour se rendre dans un centre de santé, parce qu'il y avait peut-être un centre de santé dans leur village, mais sans médecin, eh bien là, on leur donne accès à un mieux-être, à être soigné. Et pour moi, vous savez que j'ai été formé avec l'équipe de Jeffrey Sachs à l'époque, améliorer la santé dans un lieu, c'est favoriser son développement économique. Si vous voulez que des gens travaillent bien, eh bien, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils soient en bonne santé. Si vous voulez développer toute l'économie, mais avant tout les aspects humains, eh bien, il faut que les gens soient en bonne santé.